Le dernier jour de la vie de Michael Jackson, ce 25 juin 2009, rien ne semblait inhabituel aux yeux du monde extérieur qui continuait de tourner avec son rythme effréné, ignorant les ombres qui se profilaient dans l'ombre d'une légende vivante. Pourtant, tout autour de lui s'effondrait en silence, comme un château de cartes fragilisé par des années de tempêtes invisibles. Michael Jackson, cette icône intemporelle de la musique pop, répétait inlassablement pour ce qui devait être le plus grand retour de sa carrière, une série de concerts qui promettaient de le propulser à nouveau au sommet du monde du spectacle. Il se poussait bien plus loin qu'un homme dans son état physique et mental n'aurait dû le faire, défiant les limites de son corps usé par des décennies de performances surhumaines et de controverses incessantes. Déterminé à reprendre la scène une dernière fois, il puisait dans des réserves d'énergie qui semblaient inépuisables, mais qui, en réalité, étaient sur le point de s'épuiser définitivement. Ceux qui l'entouraient, ses danseurs, ses chorégraphes, ses managers et même son personnel domestique, sentaient intuitivement que quelque chose n'allait pas, une tension palpable qui flottait dans l'air comme un brouillard épais, sans qu'ils puissent l'expliquer précisément. Il ne percevait que le poids écrasant de l'épuisement qui marquait ses traits, de la pression immense qui l'enveloppait comme une cape trop lourde, et d'une vulnérabilité qu'il tentait vainement de masquer derrière son sourire charismatique et ses mouvements gracieux. Et au fil des heures de cette journée fatidique, Michael Jackson, l'un des artistes les plus célébrés et les plus scrutés de l'histoire de la musique, avançait inexorablement vers un destin que personne autour de lui n'aurait imaginé si proche, si brutal. Ce retour tant attendu, ce spectacle grandiose baptisé DC Sit, n'était jamais destiné à avoir lieu, du moins pas sous les projecteurs du monde réel. C'était comme si le destin avait tissé une toile invisible, menant à une fin tragique que seuls les signes subtils pouvaient présager. Début 2009, Michael Jackson se tenait au bord de ce qui devait être le retour le plus triomphal de l'histoire de la musique, un moment de renaissance après des années sombres. À 50 ans, un âge où beaucoup d'artistes se reposent sur leurs lauriers, il avait traversé un tourbillon de scandales qui avait terni son image immaculée, des accusations d'abus sur mineurs qu'il avait traînés devant les tribunaux en 2005, des procès épuisants qu'il avait laissé acquitter mais émotionnellement brisés, une ruine financière qui rongeait ses biens accumulés au fil d'une carrière fulgurante, et une cruauté médiatique impitoyable qui le dépeignait tour à tour comme un génie excentrique ou un monstre isolé. Malgré tout cela, il accepta une résidence massive de 50 concerts à l'O2 Arena de Londres, un projet ambitieux intitulé DC Sit, qui signifie à la fois c'est ça et c'est la fin, un titre qui, rétrospectivement, prend une connotation poignante et prophétique. Les billets pour ces spectacles se vendirent en quelques minutes seulement, un record qui témoigna de l'amour indéfectible de ses fans à travers le globe. Des millions de personnes étaient convaincues que le King of Pop, ce roi incontesté de la pop qui avait révolutionné la musique avec des albums comme Thriller, le disque le plus vendu de tous les temps avec plus de 66 millions d'exemplaires, était prêt à reconquérir le monde, à danser à nouveau sous les feux des projecteurs avec cette grâce lunaire qui avait captivé des générations. Mais ceux qui connaissaient vraiment Michael, ceux qui partageaient son quotidien loin des caméras, savaient pourquoi il avait accepté quelque chose d'aussi éprouvant physiquement et mentalement. Ce n'était pas seulement une question d'orgueil artistique ou de désir de gloire renouvelé, c'était une nécessité vitale, un pari désespéré pour survivre. Il croulait sous les dettes, environ 400 millions de dollars selon les rapports financiers divulgués plus tard, une somme astronomique accumulée par des dépenses extravagantes comme son ranch Neverland, un paradis personnel inspiré de Peter Pan, rempli de manèges et d'animaux exotiques, et par des procès coûteux qui avaient vidé ses comptes. Il voyait cette tournée comme son unique chance de renaître financièrement, de rembourser ses créanciers impatients, et artistiquement, de rappeler au monde pourquoi il était le plus grand entertainé de tous les temps. Michael se plongea donc dans les répétitions avec une intensité qui inspirait autant qu'elle inquiétait son entourage, une ferveur presque obsessionnelle qui rappelait ses jeunes années où il avait conquis le monde avec les Jackson 5 avant de s'envoler en solo. Il travaillait des heures chaque jour au Staples Center de Los Angeles, ce vaste aréna qui deviendrait le théâtre de ses derniers efforts, obsédé par les éclairages sophistiqués qui devaient illuminer ses performances comme des constellations artificielles, la chorégraphie millimétrée qui exigeait une précision surhumaine, les nouvelles chansons qu'il peaufinait pour surprendre ses fans, et les moindres détails de la production. Des costumes scintillants aux effets spéciaux innovants. Il voulait la perfection absolue, cette quête incessante qui avait défini sa carrière depuis ses débuts à Gary, dans l'Indiana, où son père Joseph l'avait poussé à performer sans relâche dès l'enfance. Il voulait la rédemption, effacer les taches sur son héritage, prouver qu'il était toujours le maître incontesté de la scène. Pourtant, derrière ces répétitions structurées et méticuleuses, la pression de devoir assurer 50 concerts à guichet fermé, un calendrier infernal qui incluait des shows presque tous les soirs, commençait à l'écraser comme un étau invisible, serrant son esprit et son corps déjà fragilisés. Sa maquilleuse de longue date, Karen Faye,
qu'il avait accompagné depuis les années 80 et avait vu l'évolution de son visage sous les couches de maquillage qui masquaient ses complexes liés à sa peau affectée par le vitiligo, remarqua des changements subtils mais alarmants. Son coach vocal, Dorian Holley, qui avait affiné sa voix unique pour des hits comme Beat It ou Man in the Mirror, percevait une fatigue vocale inhabituelle. Le chorégraphe Travis Payne, collaborateur fidèle qui avait chorégraphié des mouvements iconiques comme le moonwalk, observait une hésitation dans ses pas. Et le directeur Kenny Ortega, un vétéran du spectacle qui avait dirigé des productions comme High School Musical, notait une fragilité croissante. Tous observaient des changements marqués dans son comportement à l'approche de juin 2009. Des frissons inexplicables qui le faisaient trembler même sous les lumières chaudes du studio, une paranoïa grandissante qui le rendait suspicieux envers son entourage, des répétitions étranges dans son discours où il revenait obsessionnellement sur des thèmes comme la guérison du monde, et une fragilité physique qu'il ne cherchait même plus à cacher, comme s'il avait abandonné l'idée de feindre la force. La seule pré-production de la tournée avait déjà coûté plus de 25 millions de dollars, une somme colossale investie par AEG Live, le promoteur géant qui organisait l'événement, et qui poussait sans relâche pour maintenir le calendrier serré, ignorant ou minimisant les signaux d'alarme pour protéger leurs intérêts financiers. Le médecin personnel de Michael, le docteur Conrad Murray, intégré au cercle proche en mai 2009 pour un salaire exorbitant de 150 000 dollars par mois financé par AEG, était chargé officiellement de le garder prêt pour la tournée, de veiller à sa santé au milieu de ce chaos. En réalité, Michael luttait contre une insomnie chronique si sévère qu'elle le privait de sommeil pendant des jours entiers. Un mal qui remontait à ses années de gloire où les tournées mondiales et les scandales l'avaient plongé dans un cycle vicieux d'anxiété nocturne. Il ne pouvait dormir sans médicaments puissants. Une dépendance qui avait commencé innocemment avec des somnifères mais qui avait escaladé vers des substances plus dangereuses. Il souffrait également de douleurs persistantes dues à d'anciennes blessures qui hantaient son corps comme des fantômes du passé. Les brûlures graves au cuir chevelu subies lors de l'accident Pepsi en 1984, pendant le tournage d'une publicité où une étincelle avait enflammé ses cheveux, causant des cicatrices physiques et émotionnelles qui l'avaient conduit à une chirurgie reconstructive et à une addiction aux analgésiques. Et une fracture de la colonne vertébrale causée par l'effondrement d'une scène lors d'un concert à Munich en 1999, un incident terrifiant où il avait chuté de plusieurs mètres, aggravant ses problèmes de dos et le forçant à porter des corsets orthopédiques en secret. En 2009, Michael dépendait fortement des médicaments, notamment des benzodiazépines comme le lorazépam et le midazolam pour calmer son anxiété, et plus dangereusement encore, du propofol, un anesthésique puissant utilisé en chirurgie, qu'il appelait son lait en raison de sa couleur blanche, une substance qu'aucun médecin éthique n'aurait administrée en dehors d'un hôpital. Au fil des jours de juin, Michael commença à manquer des répétitions, des absences qui alarmaient l'équipe mais étaient justifiées par Murray comme des besoins de repos. Ortega, inquiet, envoya un email alarmant au dirigeant d'AEG, Randy Phillips, avertissant que Michael montrait des signes de paranoïa, d'anxiété extrême et de comportement proche d'un trouble obsessionnel compulsif, des symptômes qui évoquaient un burn-out total ou pire. Mais lors d'une réunion tendue le 20 juin, Murray insista avec autorité sur le fait que Michael était physiquement et émotionnellement apte, exigeant que toutes les décisions médicales lui reviennent exclusivement, coupant court à toute intervention extérieure. Les personnes présentes, Ortega, Payne et d'autres se sentirent mal à l'aise, un malaise viscéral qui les hantait, mais personne n'osa contester le médecin, craignant de perturber le fragile équilibre ou de risquer leur place dans cette machine à millions. Michael retourna aux répétitions, mu par une détermination farouche plutôt que par une force réelle, comme un guerrier blessé qui refuse de déposer les armes. Ainsi, avec tout en jeu, ses finances précaires qui menaçaient de le ruiner définitivement, sa réputation ternie qu'il voulait laver, son héritage artistique qu'il désirait polir une dernière fois, Michael Jackson continua d'avancer sans savoir que le compte à rebours final avait déjà commencé, tic-tac inexorable vers une tragédie qui ébranlerait le monde. La dernière performance qu'il ait jamais donnée, cette répétition du 23 juin 2009, reste gravée dans les mémoires comme un testament poignant de son génie persistant. Dans la nuit du 23 juin, à seulement 2 jours de sa mort, Michael Jackson monta sur la scène du Staples Center à Los Angeles pour ce qui serait, sans qu'il le sache, la dernière performance de sa vie. Un moment immortalisé plus tard dans le documentaire This Is It. La salle était vide, hormis les danseurs talentueux sélectionnés parmi des milliers, les membres de l'équipe technique qui ajustaient les lumières et les sons avec précision, et un petit cercle de collaborateurs de confiance qui travaillaient avec lui depuis des décennies, des fidèles comme Ortega qui avaient vu l'évolution de son art de près. Après des semaines d'absence irrégulière et de moments d'effondrement physique où il peinait à suivre le rythme, Michael apparut soudain transformé ce soir-là. Concentré comme au jour de gloire, énergique avec une vitalité qui semblait sortie d'un autre temps, et se mouvant avec une clarté qu'on n'avait plus vue depuis des mois,
rappelant le jeune prodige qui avait électrisé le Motown 25 en 1983 avec son moonwalk légendaire. Même Kenny Ortega, qui s'était inquiété profondément pour lui quelques jours auparavant lors de cette réunion tendue, ressentit un fragile soulagement, un espoir ténu que peut-être, tout allait s'arranger. Ce soir-là, ils effectuèrent une répétition générale complète, un run-through exhaustif qui simulait le concert entier, des ouvertures spectaculaires au final émouvantes. Michael interpréta They Don't Care About Us avec des mouvements précis et une urgence qui surprit même son équipe aguerrie, une chanson engagée contre l'injustice sociale qu'il avait sortie en 1995, et qu'il rechargeait ici d'une énergie nouvelle, comme si chaque parole était un cri du cœur. Il ne se contentait pas de suivre la chorégraphie complexe, il attaquait chaque battement comme si chaque seconde comptait, infusant la performance d'une passion brute qui rappelait ses combats personnels contre les médias et les accusations qu'il avait poursuivies. Dorian Holley, son coach vocal de longue date qui avait affûté sa voix pour des tournées comme le Dangerous World Tour, raconta plus tard que Michael était totalement concentré, non seulement dans la performance technique, mais dans une forme de réflexion profonde, comme s'il méditait à travers la musique. Il y avait dans son regard une intensité qui dépassait le simple cadre du spectacle, une lueur qui suggérait qu'il portait un message plus grand, un appel à l'humanité qu'il devait transmettre avant que le temps ne lui échappe irrémédiablement. Holley remarqua aussi que Michael parlait plus souvent de thèmes philosophiques, la guérison du monde, comme dans sa chanson Heal the World qui avait inspiré une fondation pour les enfants malades, la propagation de l'amour inconditionnel qu'il avait prôné toute sa vie malgré les critiques, et l'utilisation du spectacle comme un outil pour éveiller les consciences, pour unir les gens au-delà des divisions raciales et sociales qu'il avait lui-même transcendées en devenant une icône globale. Il parlait moins des aspects techniques de la performance, les transitions entre les chansons, les effets pyrotechniques et davantage de ce qu'elle signifiait pour lui personnellement, comme une catharsis, une façon de se reconnecter avec son essence artistique pure. Ce n'était pas une question d'applaudissement ou de reconquête de son statut de superstar déchu. Cela semblait symbolique, presque comme une offrande finale à ses fans et au monde, bien que personne dans la salle ne le perçût ainsi à ce moment-là, aveuglé par l'excitation du moment. Malgré cette énergie retrouvée qui illuminait la scène, beaucoup sentirent quelque chose d'étrange sous la surface, une dissonance subtile qui troublait l'atmosphère. Michael paraissait mince, bien plus mince que ne devrait l'être un homme se préparant à 50 concerts épuisants, son poids tournant autour de 130 livres, environ 59 kilos, pour près des 1m80, une silhouette émaciée qui évoquait les images de ses années de déclin, marquées par des rumeurs d'anorexie et de problèmes de santé auto-immuns. Certains le virent serrer ses bras autour de lui entre les numéros, comme s'il luttait contre des frissons intérieurs, peut-être dû au froid artificiel de la climatisation ou à une fièvre cachée. D'autres remarquèrent la façon dont il fixait le vide lorsque les conversations s'interrompaient, s'échappant vers un monde intérieur que personne ne pouvait atteindre, un refuge mental où il se repliait pour échapper à la réalité écrasante. De petits détails, anodins sur le moment, mais rétrospectivement de véritables avertissements criants, comme des fissures dans une digue sur le point de céder. Pourtant, durant cette dernière répétition, Michael avança avec tout ce qui lui restait de force, transformant la fatigue en art pur. Le spectacle commençait enfin à ressembler au chef-d'œuvre qu'il imaginait depuis des mois, une fusion de danse, de musique et de visuels qui aurait redéfini les standards des concerts live. Après avoir terminé un passage emblématique de Billy Jean, cette chanson de 1982 qui avait capturé l'essence de sa paranoïa amoureuse et de son talent pour le storytelling musical, il sourit faiblement, leva légèrement la tête vers les lumières et dit à un membre de l'équipe technique: « C'est ça, on y est presque. » Une phrase simple, mais chargée d'un optimisme poignant qui résonne encore comme un écho tragique. La répétition prit fin peu avant minuit, dans une atmosphère d'euphorie contenue. Michael étreignit les danseurs un par un, avec une chaleur paternelle qui rappelait son amour pour les enfants et sa générosité légendaire, remercia l'équipe individuellement pour leur dévouement, et quitta la scène avec la même détermination calme qu'il avait affichée à son apogée, marchant d'un pas assuré vers sa limousine qui l'attendait dehors. Personne ne réalisa que l'homme qui venait d'embraser la salle avec son charisme ne remonterait plus jamais sur scène, que ce moment était le chant du cygne d'une légende. Pour beaucoup, se souvenir de la dernière fois où il se déplaça avec autant de volonté, de passion et de désir ardent de se relever, hante encore aujourd'hui leur nuit, un mélange de admiration et de regret pour n'avoir pas vu les signes plus tôt. Derrière le rideau de cette performance éclatante, les signes que personne ne pouvait ignorer se multipliaient, formant un tableau sombre de vulnérabilité cachée. Alors que le monde croyait que Michael Jackson se préparait à un retour triomphal, imaginant des foules en délire à l'O2 Arena, ceux qui l'entouraient de près étaient témoins d'une réalité bien plus fragile derrière les portes closes de sa vie privée, une existence marquée par l'isolement et la souffrance. Les répétitions semblaient prometteuses le 23 juin,
avec cette énergie renouvelée qui avait redonné espoir à l'équipe. Mais les jours précédant cette nuit étaient remplis de signes troublants, des indices subtils mais persistants que beaucoup n'ont reconnus comme des avertissements qu'une fois qu'il était trop tard, après que la tragédie eut frappé. Michael n'était plus l'homme invincible qui avait dominé les scènes pendant des décennies, du Jackson 5 aux tournées solo comme le Bad World Tour qui avait battu des records d'affluence. L'usure physique accumulée, des blessures chroniques aux effets secondaires des médicaments, l'épuisement émotionnel causé par des années de scrutin médiatique impitoyable, et la pression d'un retour motivé par la nécessité financière plutôt que par la pure joie artistique, commençait à l'éroder de l'intérieur, comme un rocher poli par des vagues incessantes. Dorian Holley, qui travaillait avec Michael depuis les années 90 et avait traversé avec lui des tournées mondiales épuisantes comme le History Tour, ressentait une lourdeur inhabituelle autour de lui durant ces dernières semaines, une atmosphère pesante qui contrastait avec l'excitation habituelle des préparations. Ils avaient déjà enduré des emplois du temps exténuants, des nuits blanches en studio et des performances sous haute tension. Mais cette fois, Michael semblait détaché d'une manière que Holley ne parvenait pas à décrire pleinement, comme s'il était présent physiquement mais absentuellement, flottant dans un limbo de fatigue et de réflexion. Il parlait avec une douceur proche de la tristesse, répétant certaines phrases comme s'il luttait contre des pensées qu'il ne pouvait pas exprimer pleinement, des mots qui tournaient autour de thèmes récurrents, l'amour universel, la protection de la planète qu'il avait défendue à travers des chansons comme Earth Song et des actions philanthropiques comme ses dons à des causes environnementales. Cela n'était pas de simples réflexions philosophiques. Cela ressemblait davantage à des confessions intimes, comme s'il se préparait à un au-delà qu'il pressentait. Bill Whitfield, le garde du corps de longue date de Michael qui l'avait protégé pendant des années contre les paparazzis envahissants et les menaces anonymes, voyait une autre dimension de la lutte, une vulnérabilité physique qui transparaissait dans les moindres gestes. Il remarquait à quel point Michael était devenu mince et fragile, une silhouette qui évoquait plus un artiste tourmenté qu'un performé athlétique, avec des os saillants sous sa peau pâle. Il voyait le poids des attentes qui pesaient sur lui, 50 concerts à guichet fermé, des dizaines de millions de dollars en jeu pour rembourser des dettes qui incluaient des hypothèques sur Neverland et des prêts personnels, et un promoteur comme AEG qui exigeait la perfection peu importe le coût humain pour l'homme au centre de tout cela, traitant Michael plus comme une marchandise que comme un être humain. Whitfield dira plus tard dans des interviews que le stress était évident, palpable dans chaque interaction. Il était vraiment sous pression, et le stress tue lentement mais sûrement. L'environnement autour de Michael était devenu chaotique, un tourbillon de conseillers financiers avides, de managers opportunistes, d'exigences contradictoires et de personnes affirmant savoir ce qui était le mieux pour lui, souvent motivés par leurs propres intérêts, l'argent facile, l'influence par association, ou la proximité avec le King of Pop qui pouvait ouvrir des portes dans l'industrie. C'était un monde rempli de personnes qui acquiesçaient à tout, des yes-men qui ne remettaient jamais en question les décisions, même lorsque ces décisions mettaient en danger la santé de Michael, créant un echo chamber où les voix dissidentes étaient étouffées. Pendant ce temps, son médecin personnel, le docteur Conrad Murray, devenait une présence constante et inquiétante dans la vie de Michael, une ombre qui suivait chaque mouvement. Les membres du personnel le voyaient transporter des bouteilles d'oxygène dans et hors de la chambre du chanteur chaque matin, une routine bizarre qui soulevait des murmures discrets. Pourquoi un artiste censé être en pleine forme pour une tournée mondiale avait-il besoin d'un équipement habituellement réservé à des patients souffrant de problèmes respiratoires graves, comme ceux en phase terminale? Mais personne n'osait l'interroger ouvertement, par peur de représailles ou par respect pour la privacy que Michael chérissait tant. Murray était après tout le médecin choisi, financé par AEG et chargé exclusivement du bien-être de Michael, un rôle qui lui conférait une autorité incontestée. À mesure que les répétitions s'intensifiaient, avec des sessions qui s'étiraient tard dans la nuit, l'instabilité émotionnelle de Michael devenait plus difficile à ignorer, se manifestant par des sautes d'humeur imprévisibles. Son emploi du temps était brutal, un enchaînement de chorégraphies physiques et de vocalises exigeantes qui auraient épuisé un athlète de 30 ans, son sommeil presque inexistant malgré les tentatives désespérées, et il dépendait fortement de médicaments justes pour passer la nuit, une spirale addictive qui remontait à ses douleurs chroniques et à l'insomnie aggravée par le stress. Certains jours, il semblait distant et confus, perdu dans ses pensées comme s'il revivait des traumas passés, les abus présumés de son père pendant l'enfance, les scandales qui avaient détruit sa réputation. D'autres, il paraissait terrifié, hanté par la peur de l'échec ou par des paranoïas liées à son entourage. Par moments, il semblait remettre en question les personnes autour de lui, répétant la phrase poignante « Pourquoi je ne peux pas choisir ?» Une ligne qui résonne encore douloureusement pour ceux qui l'ont entendue, symbolisant son sentiment d'être piégé dans une vie dictée par les autres, sans contrôle sur son destin. Tout le monde sentait que quelque chose n'allait pas, une tension électrique dans l'air. Tout le monde percevait qu'un point de rupture approchait, comme une tempête qui gronde à l'horizon.
Mais personne n'imaginait que ce point culminant surviendrait moins de 48 heures plus tard, transformant l'espoir en horreur. Le matin où tout a basculé, ce 25 juin 2009, commença tranquillement dans la maison louée par Michael Jackson à Holmby Hills, un quartier luxueux de Los Angeles où les célébrités se cachent derrière des grilles imposantes. Pour la petite équipe travaillant sur place, des gardes du corps vigilants, des aides domestiques discrètes, et la chef personnelle, c'était un jour comme les autres, une routine établie depuis des semaines. La chef Kay Chase arriva vers 9 heures pour préparer les repas habituels, des plats sains et organiques que Michael affectionnait pour maintenir une illusion de bien-être, des jus frais, des salades légères, des aliments qui reflétaient son végétarisme convaincu. Les enfants de Michael Prince, alors âgés de 12 ans, Paris de 11 ans, et Blanquet de 7 ans, étaient dans leur chambre, jouant ou étudiant sous la supervision de tuteurs, protégés du chaos extérieur par leur père qui avait toujours veillé à leur donner une enfance aussi normale que possible malgré la célébrité. La maison était calme, un havre de paix apparent avec ses meubles élégants et ses œuvres d'art, mais sous cette tranquillité feinte, quelque chose avait changé subtilement, un décalage imperceptible qui n'allait pas tarder à exploser. La routine s'était modifiée sans que personne ne s'en rende compte immédiatement. D'ordinaire, le docteur Conrad Murray descendait tôt le matin en transportant des bouteilles d'oxygène vides ou pleines, une vision inhabituelle mais à laquelle le personnel s'était habitué, acceptant tacitement ces pratiques médicales opaques. Ce matin-là, il ne le fit pas, une absence qui frappa Kay Chase comme un détail discordant, un silence trop lourd. Quelque chose semblait étrange sans qu'elle puisse l'expliquer précisément, peut-être que Michael se reposait simplement après une répétition tardive, se dit-elle pour se rassurer. Après tout, il avait répété jusqu'à minuit quelques heures plus tôt, donnant tout sur scène. Personne n'imaginait qu'à l'étage, dans la chambre principale verrouillée, une crise se déroulait en silence, un drame intime qui allait bientôt déborder. Peu après midi, vers 12h21 précisément, le silence de la maison explosa comme une bombe. Le docteur Murray dévala soudain les escaliers dans un état de panique que le personnel n'avait jamais vu chez cet homme habituellement composé, sa voix tremblant désespérée et incontrôlée tandis qu'il criait « Va chercher Prince ! Appelle la sécurité !» Le fils aîné de Michael, Prince, monta en courant les marches, ignorant qu'il s'apprêtait à vivre le moment le plus traumatisant de sa jeune vie, un souvenir qui le hanterait pour toujours. Kay Chase et les autres membres du personnel restèrent figés au rez-de-chaussée, le cœur serré, sachant intuitivement qu'un drame se produisait, même avant d'entendre les pleurs déchirants qui suivirent. À l'étage, le chaos éclata pleinement, des pas précipités résonnant sur le parquet, des portes claquées avec violence, des voix brisées par la panique et l'incrédulité. Les enfants de Michael se mirent à pleurer, leurs sanglots innocents remplissant la maison d'une tristesse palpable, un son qui transperçait l'âme. Kay Chase décrivit cet instant plus tard comme surréaliste, un moment où le monde semblait ralentir au ralenti cinématographique tandis que le désastre s'accélérait autour d'eux, une dissociation où le temps perdait son sens. Au bas de l'escalier, les employés se tinrent la main instinctivement, formant un cercle de solidarité improvisé, et prièrent en silence, des murmures fervents adressés à un Dieu qu'ils espéraient miséricordieux. « Faites que M. Jackson aille bien, protégez-le. » Les secours arrivèrent peu après 12h22. Alerté par un appel paniqué de Murray qui avait tardé à composer le 911, un délai fatal qui serait plus tard scruté lors du procès. Les paramédics traversèrent rapidement la maison, leurs équipements claquants, pour atteindre la chambre de Michael où Murray tentait maladroitement de le réanimer avec un massage cardiaque inadapté, sans défibrillateur ni assistance immédiate. Malgré les efforts frénétiques de l'équipe médicale, injection d'adrénaline, intubation, compression thoracique, Michael ne réagit pas, son corps inerte sur le lit, pâle et froid. Il fut transporté en urgence au Ronald Reagan Ucla Medical Center, sirène hurlante traversant les rues de Los Angeles, une course contre la montre qui semblait déjà perdue. Le personnel reçut l'ordre de quitter la propriété à 13h30, un signe minou que quelque chose d'irréversible venait de se produire, les forçant à attendre dehors sous le soleil californien, l'anxiété et la peur emplissant l'air comme une brume étouffante. Puis, à exactement 14h26 du Pacifique, l'annonce que personne n'était préparé à entendre tomba comme un coup près. Michael Jackson, père aimant, icône mondiale, superstar qui avait vendu plus de 750 millions d'albums, avait été déclaré mort à l'âge de 50 ans. Moins de 48 heures plus tôt, il répétait encore avec détermination, dansant comme si la vie était éternelle. À présent, le King of Pop avait disparu, laissant derrière lui un silence presque impossible à comprendre, un vide qui résonnait dans le cœur de millions. Le monde s'arrêta net, figé dans l'incrédulité, et les reproches commencèrent à pleuvoir comme une averse torrentielle.
Lorsque la nouvelle de la mort de Michael Jackson tomba à 14h26 le 25 juin 2009, le monde bascula dans un chaos émotionnel collectif. Des foules se rassemblèrent en quelques minutes devant le UCLA Medical Center, des fans de tous âges et de toutes origines pleurant ouvertement sur les trottoirs, tenant des pancartes avec des photos de leur idole et chantant des refrains de We Are the World. Les chaînes de télévision interrompirent leurs programmes habituels, les présentateurs peinant à confirmer ce que des millions espéraient encore être une fausse rumeur, leur voix tremblante trahissant l'émotion. Mais cette fois, ce n'était ni un malentendu, ni une erreur journalistique, ni un canular viral comme ceux qui avaient circulé auparavant. Michael Jackson, l'homme dont la musique avait façonné des générations entières, des années 70 aux 2000, était réellement parti, emportant avec lui une ère de la pop culture. Pour ceux qui le connaissaient personnellement, la première réaction ne fut pas l'incrédulité pure, mais une culpabilité lancinante qui rongeait l'âme. Le garde du corps Bill Whitfield raconta plus tard dans son livre Remember the Time que lorsqu'il entendit le premier rapport à la radio, il tenta de le nier farouchement, se rappelant les innombrables fois où Michael avait ri d'annonces prématurées de sa mort. Il se souvenait particulièrement d'un trajet en Virginie où une station de radio avait annoncé à tort que Michael était décédé, et Michael, assis calmement à l'arrière de la voiture blindée, avait simplement secoué la tête en souriant doucement. « Ça m'arrive tout le temps, les gens adorent inventer des histoires sur moi. » Mais cette fois, les appels affluaient de partout, les sirènes devant le UCLA étaient réelles, le choc du monde était tangible, et le silence qui suivit l'était tout autant, un vide assourdissant. Dans les jours qui suivirent, la quête de réponses commença, une enquête qui allait révéler les couches sombres de la tragédie. Le rapport officiel du coroner, publié après une autopsie minutieuse, confirma ce que beaucoup redoutaient. Michael Jackson était mort d'une intoxication aiguë au propofol, combinée à des benzodiazépines présentes dans son organisme en quantité létale. Il s'agissait de médicaments puissants, normalement utilisés en milieu chirurgical sous surveillance stricte, jamais destinés à être administrés à domicile dans une chambre ordinaire, et ils avaient été donnés par la seule personne chargée de le maintenir en vie. Son médecin personnel, le docteur Conrad Murray. En approfondissant l'enquête, les autorités découvrirent l'ampleur des problèmes d'insomnie de Michael, une affliction qui le torturait depuis des années, aggravée par le jet-lag des tournées et l'anxiété chronique. Murray admit lors des interrogatoires qu'il administrait des doses nocturnes de propofol depuis des semaines pour aider le chanteur à dormir, un traitement qu'aucun médecin responsable n'aurait accepté, violant tous les protocoles éthiques et médicaux. Il confessa également que le matin du 25 juin, après une nuit entière de sédatifs inefficaces, un cocktail de Valium, lorazépam et midazolam qui n'avait pas suffi, il céda finalement aux demandes répétées et désespérées de Michael pour du propofol. Quelques minutes plus tard, Michael cessa de respirer, son cœur s'arrêtant sous l'effet de l'anesthésie excessive, sans que Murray n'ait les équipements nécessaires pour le réanimer correctement. Le public voulait des comptes, une justice pour l'idole perdue. La famille de Michael, ses frères et sœurs comme Germaine et Janet, sa mère Catherine voulait une punition exemplaire pour ce qu'ils voyaient comme une négligence criminelle. En 2011, après un procès hautement médiatisé où des témoignages accablants défilèrent, Conrad Murray fut reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 4 ans de prison, dont il en purgea 2 dans une cellule surpeuplée, une sentence qui semblait trop légère pour beaucoup. Mais même avec cette condamnation, beaucoup pensent que l'histoire ne s'arrêtait pas à un seul homme. Trop de personnes l'avaient laissé tomber, trop avaient ignoré les signes évidents de détresse, trop avaient profité de son succès tout en détournant les yeux de sa souffrance profonde. Michael se préparait à 50 concerts, un marathon qu'il travaillait plus dur qu'il ne l'avait fait depuis des années, mais il était entouré de pressions incessantes, d'attentes irréalistes et de gens qui avaient plus besoin qu'il performe pour leur profit que qu'il survive en tant qu'humain. Alors que le monde pleurait sa perte, avec des hommages mondiaux comme le mémorial au Staples Center où des stars comme Mariah Carey et Usher chantèrent en son honneur, une question douloureuse résonnait partout. Sa mort était-elle le résultat d'une seule décision irresponsable, ou l'effondrement final après des années d'exploitation par l'industrie musicale, d'épuisement cumulatif et d'isolement émotionnel qui l'avait coupé du monde réel? Pour beaucoup de ceux qui l'aimaient, fans, familles, collaborateurs, la réponse était évidente et accablante. Un homme avait administré la dose fatale, mais le monde entier avait contribué à construire le fardeau qui l'avait écrasé, une célébrité toxique qui transformait les génies en martyrs. Son dernier message reste l'héritage qu'il n'a jamais pu achever pleinement, un testament inachevé qui hante encore. Après la mort de Michael Jackson, un moment revenait sans cesse dans l'esprit de ceux qui se trouvaient au Staples Center le 23 juin. La dernière répétition, cette dernière étincelle de génie pur, la preuve ultime que le King of Pop avait encore tant à offrir au monde, une performance capturée sur film est devenue un documentaire acclamé. Pour beaucoup, ce n'était plus une simple répétition de concert. Cela ressemblait à un adieu inconscient, une fermeture poétique.
Ceux qui l'ont observé ce soir-là admettront plus tard que quelque chose dans sa performance semblait symbolique, transcendante, comme si Michael versait chaque parcelle d'énergie restante dans un message qu'il voulait transmettre au monde avant de partir, un cri artistique final. Pendant They Don't Care About Us, sa voix portait un poids qui n'était pas seulement musical, mais chargé de décennies de lutte personnelle contre le racisme, les injustices et les persécutions médiatiques. Il bougeait avec précision, mais aussi avec une assurance qui masquait la douleur, comme s'il comprenait intuitivement que ce pourrait être sa dernière occasion de s'exprimer à travers son art, cet art qui avait été sa bouée de sauvetage depuis l'enfance. Son coach vocal de longue date, Dorian Holley, affirma que Michael semblait presque soulagé ce soir-là, comme si pour la première fois depuis des mois de tourments, le spectacle auquel il travaillait si durement prenait enfin forme cohérente, une vision réalisée. Holley pensait que Michael voyait la ligne d'arrivée, un triomphe imminent. Il ne savait simplement pas qu'elle marquait la fin de sa vie plutôt que le début d'un retour triomphal, une ironie cruelle du destin. Mais derrière la brillance sur scène se trouvait un homme poussé bien au-delà de ses limites physiques et mentales, un corps et un esprit usés par la quête incessante de perfection. La pression constante de la perfection, inculquée dès l'enfance par un père exigeant qui le battait pour des erreurs mineures, le poids financier d'une dette massive qui le forçait à performer pour survivre plutôt que pour créer. La peur viscérale de décevoir les fans qui attendaient son retour depuis des années, ces millions qui avaient dansé sur Thriller lors de soirées inoubliables. Et le fardeau émotionnel de décennies passées sous un examen public intense, où chaque geste était disséqué, chaque rumeur amplifiée. Michael parlait souvent de vouloir guérir la planète, répandre l'amour, rappeler aux gens leur humanité commune, des thèmes récurrents dans ses chansons comme Black or White qui prônaient l'unité raciale. Ce n'étaient pas les paroles d'un homme obsédé par la célébrité éphémère, mais celle de quelqu'un en quête de paix intérieure, d'un repos qu'il n'avait jamais trouvé dans sa vie tumultueuse. Dans les semaines suivant sa disparition, les images de sa dernière répétition devinrent à la fois une consolation et une douleur lancinante pour le monde, diffusées dans le film This Is It qui rapporta plus de 260 millions de dollars, ironiquement. Elle montrait un homme dont le génie brûlait encore avec une intensité aveuglante, un performeur qui se battait pour retrouver la joie pure à travers la musique et la danse. Un homme qui, malgré l'épuisement physique extrême, les tourments émotionnels profonds et une insomnie dévastatrice qui le privaient de régénération, montait encore sur scène et créait de la magie intemporelle, transformant la souffrance en art sublime. Pour le monde, cela rappelait le talent unique qu'il possédait, un mélange inégalé de voix, de danse et de vision créative. Pour ceux qui le connaissaient intimement, cela rappelait le fardeau insupportable qu'il portait seul, une croix trop lourde pour un seul homme. Sa mort laissa derrière lui 3 enfants, Prince, Paris et Blanquet, de son vrai nom Biggie, qui perdirent non seulement un père dévoué qui les couvrait de cadeaux et d'attention, mais aussi la personne qui avait le plus cherché à les protéger du chaos de la célébrité, les élevant dans une bulle d'amour loin des projecteurs. Elle laissa des fans qui avaient grandi avec sa musique, des adolescents des années 80 devenus adultes, et qui croyaient qu'ils le verraient briller à nouveau sur scène. Et elle laissa une industrie musicale forcée d'affronter une vérité inconfortable. Même les étoiles les plus brillantes peuvent être poussées jusqu'à se briser sous le poids des attentes commerciales. Michael Jackson n'a pas quitté ce monde en silence discret. Il est parti après avoir offert une dernière performance pleine de cœur, d'urgence vitale et de sens profond, un legs artistique qui transcende la mort. Et dans ce dernier moment capturé, il a montré exactement qui il était au fond. Un homme dont le premier amour était la musique, dont le dernier acte fut la création pure, et dont l'héritage, malgré les controverses qui l'ont entouré, malgré la tragédie qu'il a emportée, reste inégalé dans l'histoire de la pop. Les dernières 24 heures de Michael Jackson furent remplies de pression écrasante, de détermination farouche et d'un combat bouleversant pour trouver un repos qui ne vint jamais. Un repos qu'il cherchait désespérément à travers le sommeil artificiel. Sa dernière répétition prouva qu'il avait encore la magie en lui, cette étincelle qui avait illuminé le monde, mais son corps frêle ne pouvait plus supporter le poids immense qu'on lui imposait, un poids fait de gloire, de dette et de solitude. Quel moment de ces derniers jours vous a le plus touché? Dites-le nous en commentaire. Partagez vos souvenirs ou vos réflexions sur cet artiste légendaire. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a ému, de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires fascinantes sur les icônes de la musique, et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui plongera dans une autre vie extraordinaire. Merci d'avoir regardé, et rappelez-vous, la musique de Michael vit éternellement.